Riefenstahl. 90% des choses dites sur moi sont pure invention. Il n'y avait rien de bon dans cette femme. Un ego surdimensionné. Une vie sans la moindre empathie. Réalisatrice géniale ou pure machine de propagande? Retour sur une figure sulfureuse, la femme qui mit Hitler en image. Leni Riefenstahl, La fin d'un mythe, mercredi à 23 h sur Arte. Vous faites quoi dans la vie? Je conduis. J'ai un as du volant. C'est assez dangereux, non? Rouler comme un fou ou aimer à la folie? C'est quoi le plus dangereux? Ryan Gosling, Sans limite, dans Drive, lundi à 20h55 sur Arte. Le film de votre soirée vous est proposé par Coco Mademoiselle, Chanel. Tout de suite, une page méconnue de l'histoire, l'expulsion des Allemands de Tchécoslovaquie. C'est une chaîne de montagnes d'Europe centrale, à cheval sur 3 pays, les Sudètes. Un nom qui évoque moins un paysage bucolique qu'une histoire tourmentée, ponctuée de conflits. Car la région des Sudètes a appartenu à l'Autriche, à la Tchécoslovaquie et à l'Allemagne. C'est l'histoire d'un territoire et de sa population au XXe siècle. En Tchéquie aussi, une civilisation a sombré. Tout le monde a entendu parler de la disparition des Mayas et des Incas. Mais ici aussi, une civilisation s'est effondrée, à 70 km de Prague. Königsmühle, dans les monts Métallifères. Jusqu'à mai 1945, 53 personnes vivent dans ce petit village. Ils sont allemands, et tous en sont expulsés. Ils perdent leur pays d'origine, comme près de 3 millions d'Allemands des Sudètes. Depuis, Königsmühle est un village fantôme. Je m'appelle Rosemarie Ernst. Je suis née à Königsmühle, en Bohême. Je suis probablement la dernière habitante de ce petit village à être encore en vie. Aujourd'hui, j'habite à Oberwiesenthal. C'est dans cette maison que Rosemarie Ernst voit le jour en 1944. En mai 1945, avec ses grands-parents, sa mère et tous les autres habitants du village, elle est victime de ce que l'histoire appellera les expulsions sauvages. Son père est alors au front. À la fin de la guerre, tout le monde a dû quitter Königsmühle en l'espace de 2 heures. On nous a d'abord envoyés à Stolzenhain. Là, on nous a fait monter dans des camions pour nous emmener à Joachimsthal. Et là, on nous a expédiés dans des wagons à bestiaux. Dans les territoires situés à la lisière de l'actuelle Tchéquie et peuplés majoritairement d'Allemands, de nombreux villages connaissent le même sort que Königsmühle. Avec ses camarades allemands et tchèques, Petr Mikšiček veut préserver les ruines de cette civilisation disparue. Quand j'ai appris l'existence de cet endroit, j'ai été fasciné. À l'école et à l'université, jamais personne ne nous avait parlé des conséquences du déplacement, de l'expulsion des Allemands. Je m'appelle Petr Mikšiček, j'ai 42 ans et ça fait 20 ans que je me documente sur la région frontalière germano-tchèque. Les monts Métallifères et la région historique des Sudètes sont toute ma vie. Aujourd'hui, on dit pudiquement que les relations entre Allemands et Tchèques sont compliquées.
Leur histoire commune est faite de guerre, de paix, de siècles de coexistence, et il y a le XXe siècle. Les bourgades fantômes comme Königsmühle sont devenues un symbole de cette histoire. Pour la plupart des Allemands, 1945, c'est l'Autzone, l'expulsion. Nous avons installé une sorte de poste frontière germano-tchèque ici, bien que Königsmühle ne se trouve pas directement à la limite entre les deux pays. Et si nous l'avons fait, c'est pour permettre aux gens de prendre conscience, à petite échelle, de la situation particulière de cette région et de faire l'expérience d'une frontière heureuse, positive pour ainsi dire. Une frontière heureuse, là où des limites ont été franchies, où des voisins sont devenus des ennemis. Là où des voisins, désormais ennemis, se sont infligés les uns aux autres des souffrances inimaginables. Parler avec des Tchèques et des Polonais de l'injustice qu'a représenté l'expulsion des Allemands n'est possible que si on garde bien en tête ce qui a été fait au nom de la politique d'occupation allemande en Pologne et en Tchéquie jusqu'en 1945. C'est l'éternelle histoire de la faute et de la punition. Mais peut-on remplacer une injustice par une autre? À l'époque, tout comme les Alliés, beaucoup de Tchèques pensaient que seule l'expulsion des Allemands pourrait éviter de nouveaux conflits. Je suis fermement convaincue que si nous devions commencer une nouvelle vie, que si nous devions la commencer à partir de rien, et même si nous étions contraints de quitter notre beau pays, je suis fermement convaincue que nous en trouverions un autre et que nous réussirions à être heureux. Il est aussi réconfortant de savoir qu'il en sera de même pour des centaines de milliers d'autres personnes. Pauvre peuple allemand. Je m'appelle Sieglinde Drost, je suis la fille d'Adolf Puhr et je suis née à Kunewald, district de Neuititschein, dans le Kullenchen. Et puis voilà. Le journal intime d'Adolf Puhr est le témoignage d'une époque en plein bouleversement. Depuis la fin de la guerre, ce contremaître allemand originaire des Sudètes est retenu dans un camp. Il sera séparé de sa femme et de ses filles pendant plus d'1 an. Les craintes que Puhr exprime dans son journal intime seront justifiées. La famille devra quitter son beau pays et en trouver un autre. Il avait mis son journal intime dans une espèce de boîte en fer qu'il avait cachée sous le lit. On ne l'a trouvé qu'après la chute du mur. Mon père était déjà mort à cette époque-là. Adolf Puhr est arrêté le 18 mai 1945. Il est accusé d'avoir forcé des ouvriers agricoles à faire le salut hitlérien. On nous a traînés dans toutes les rues de la ville pour donner à la population tchèque l'occasion de nous humilier et de nous traiter de Niemcy, d'Allemands. 70 ans plus tard, les blessures qu'Allemands et Tchèques se sont mutuellement infligées ont-elles vraiment cicatrisé? Comme Sieglinde Drost, beaucoup d'expatriés ne parviennent pas à oublier leur pays natal. Ils y retournent pour retrouver des traces de leur passé, pour faire leur paix. J'ai en mémoire de très mauvais souvenirs. J'ai vu et j'ai vécu des choses atroces. Mais je me dis que c'est fini. J'ai survécu à tout ça et j'ai aussi rencontré des gens très bien. Le temps doit faire son œuvre. Sieglinde Drost est originaire de Moravie, du Kullenchen. Son chef-lieu, Nowy Jičín. En 1930, la ville s'appelle Neuititschein et compte 14 000 habitants. Plus des 2/3 sont allemands. Neuititschein a la plus belle place du marché de toute la Moravie. Tous les jours, Sieglinde Drost traverse alors cette place pour aller à l'école. Depuis 1920, son père, Adolf Puhr, est contremaître à Kunewald, la ville voisine.
Le domaine de Grunewald appartenait à M. Ritter von Bauer. C'était un homme très riche, car son père était un magnat du sucre en Autriche. Et toute la famille s'est toujours considérée comme autrichienne. D'ailleurs, nous tous, les Moraves, nous étions autrichiens. En 1918, juste après la Première Guerre mondiale, la monarchie austro-hongroise est dissoute et la première république tchécoslovaque est fondée. Les nouvelles frontières du pays passent par les Sudètes et englobent les territoires de l'ancien royaume de Bohême et la Moravie, peuplés majoritairement par des Allemands, des citoyens germanophones qui deviennent dès lors des Tchécoslovaques. Le poids de cette population était assez important. Plus de 3 millions de personnes qui, en fait, ne voulaient pas faire partie de ce nouvel État. Les Tchèques et les Slovaques, eux, se réjouissent d'avoir enfin leur propre État et de ne plus être gouvernés par Vienne. Le président Tomáš Garrigue-Masaryk, qui a fait ses études dans des lycées allemands à Vienne et Brno, veut fonder un État démocratique en Europe centrale, doté d'alliés à l'Est et à l'Ouest, dont la France et plus tard même l'Union soviétique. Les Allemands sont la plus importante minorité du pays. Ce nouvel État était celui des Tchèques et des Slovaques. Et les Allemands ont eu le sentiment de ne pas être considérés comme une population qui allait participer avec les Tchèques à la constitution de ce nouvel État. Dès le lendemain de la fondation de la République tchécoslovaque, les Allemands déclarent les régions périphériques nord, provinces autonomes des Sudètes. La ville de Kadaň compte plus de 90% d'Allemands de Bohême. Le 4 mars 1919, des milliers d'Allemands des Sudètes, comme ils se nomment eux-mêmes de plus en plus depuis 1918, manifestent pour rester sous la tutelle de l'Autriche. L'armée tchécoslovaque intervient pour disperser les manifestants. Des coups de feu sont tirés. Le nombre exact de victimes est controversé. On parle de 25 morts à Kadaň. Dans les années 1920, la première république tchécoslovaque se porte plutôt bien. La couronne est une monnaie stable. L'inflation est plus faible qu'en Allemagne et en Autriche. La bonne santé de l'économie garantit la paix. Les conflits entre Tchèques et Allemands s'apaisent. Les similitudes prennent le dessus. Les partis allemands étaient représentés au gouvernement. Les gens avaient du travail. Les Allemands avaient fini par s'accommoder de la situation, d'autant que financièrement tout allait beaucoup mieux pour eux aussi. Quand ils regardaient du côté de l'Autriche, ils s'apercevaient que les choses évoluaient bien mieux en Tchécoslovaquie. Et que finalement, ils n'étaient pas mécontents de vivre dans cette république. Une république où il n'existe pas de langue commune. Comme l'Autriche des Habsbourg en son temps, la Tchécoslovaquie est un État pluriethnique. Nous étions des citoyens tchécoslovaques germanophones. Mais sous la première république tchécoslovaque, les noms de rues étaient inscrits en tchèque et en allemand, tout comme les billets de banque. La langue tchécoslovaque n'existait pas. Allemands et Tchèques coexistent dans leurs langues respectives. Chaque minorité régionale a ses propres écoles. Les Allemands conservent leurs universités et même le Deutsches Theater de Prague reste une institution. Le 18 décembre 1935, Édouard Beneš succède au président Masaryk. En janvier 1936, l'un de ses premiers actes officiels est d'assister à une représentation de la flûte enchantée au Neues Deutsches Theater. À l'entracte, il prononce en allemand un discours qui vante l'effet rassembleur de l'art sur le vivre ensemble des Tchèques et des Allemands. Vers 1900, Brno est une ville à la population majoritairement germanophone. Une histoire dont il ne reste aujourd'hui presque rien. Pendant mes études, j'ai déménagé dans une ville qui a conservé des vestiges du passé. Sur le fronton d'un bâtiment, j'ai retrouvé une inscription presque effacée. Une inscription en allemand qui dit « Industrie du miroir et du cristal de Bohême ». L'écrivaine Kateřina Tučková se penche depuis des années sur ce chapitre si longtemps refoulé.
celui de l'histoire germano-juive et des traditions de sa ville natale. Des recherches qui ne peuvent faire l'impasse sur les conflits. Vers la fin des années 1920, ces vieilles querelles ressurgissent à la faveur de la crise économique mondiale. Beaucoup de gens sont tombés dans la pauvreté, dans la région des Sudètes, mais chez nous aussi. C'était la misère. Nous, on avait 4 ou 5 vaches, du petit bétail et des chevaux. Mais mon père travaillait du matin au soir, et ma mère aussi. Si vous aviez vu les mains de ma mère, elles étaient abîmées jusqu'au sang. Évidemment, le conflit qui couvait sous ces braises était celui des nationalités. Dans les régions peuplées majoritairement par des Allemands, le chômage augmente bien plus fortement que dans le reste du pays. Dans ces régions-là, c'était vraiment la misère. Les gens cherchaient tous du travail, mais ils n'en trouvaient pas, parce que les territoires germanophones ont été totalement oubliés. À Ústí, par exemple, les grands chantiers comme la construction du barrage de Schreckenstein ne sont pas confiés à des entreprises locales, mais à des compagnies tchèques originaires d'autres régions. Les habitants de la région frontalière se disaient que ceux de l'intérieur étaient mieux lotis parce que le gouvernement de Prague aidait les citoyens et les entreprises tchèques. Et quand ils regardaient de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les gens étaient mieux lotis aussi parce que, selon le point de vue de l'époque, Adolf Hitler soutenait l'économie alors qu'eux étaient au chômage et crevaient de faim. C'est pour cette raison que le climat s'est radicalisé aussi vite dans la région frontalière. Ce changement d'état d'esprit, Konrad Heinlein va l'utiliser et l'attiser. Leader du parti allemand des Sudètes, il s'oppose à Prague et milite pour un rattachement des Sudètes à l'Allemagne, où Hitler est au pouvoir depuis 1933. Je m'appelle Zdeněk Kraus. J'ai 88 ans. Mon père était tchèque et ma mère allemande. La famille de Zdeněk Kraus est également touchée par la crise. Elle doit quitter sa région d'origine près de Pilsen. Et c'est à Reichenberg, actuel Liberec, peuplé majoritairement par des Allemands, que le père trouve un emploi. Pour autant que je me souvienne, nous n'étions que 2 familles tchèques à vivre là-bas. De par ses fonctions, le père de Zdeněk doit un jour disperser un meeting du Parti allemand des Sudètes pour discours anti-républicains. Je sais que pendant la guerre, mon père avait peur que Heinlein se souvienne qu'il avait dispersé un de ses rassemblements. Un peu avant, mon père avait assisté à l'un de ses discours. Très vite, interdire les meetings du parti pro-nazi devient presque impossible. Le mouvement de Heinlein prend de l'ampleur et se radicalise. Mon grand-père maternel était social-démocrate. Et aux élections de 1938, il était même sur la liste électorale. Mais cette année-là, le parti allemand des Sudètes a obtenu 91% des voix. Heinlein est devenu une force incontournable dans le jeu politique. Man hat uns unterdrückt und geschunden. Man hat uns eingekerkert und gemartert. Man hat uns hungern lassen. Man hat uns wie Freiwild gejagt. Niemand aber, meine Volksgenossen, soll uns mehr bemitleiden. Denn gibt es ein größeres Glück als das unsere. Wir kehren heim ins Reich. En septembre 1938, les partisans de Heinlein tentent de prendre le pouvoir dans les régions frontalières. Un premier soulèvement est réprimé par l'armée et la police tchécoslovaque. Le deuxième mènera directement aux accords de Munich. Hitler menace d'envahir la Tchécoslovaquie. Le président Beneš se tourne vers ses alliés, mais ni la Grande-Bretagne ni la France ne veulent risquer une nouvelle guerre.
À Munich, l'accord conclu avec Hitler est désastreux pour la Tchécoslovaquie, qui doit immédiatement céder une grande partie des Sudètes à l'Allemagne. Le président Beneš n'a même pas été invité. Les Tchécoslovaques se sentent trahis par les pays de l'Ouest. Le traumatisme de Munich jouera un rôle important dans la décision d'expulser les Allemands après la Seconde Guerre mondiale, jugés responsables d'avoir anéanti la première république tchécoslovaque et le rêve qu'elle portait. Le 1er octobre 1938, la Wehrmacht entre en Tchécoslovaquie. Une grande partie des régions frontalières peuplées par des Allemands devient alors le Reichsgau Sudetenland, une division administrative de l'Allemagne nazie. Cette petite république qui venait tout juste de voir le jour a de facto été privée de tout ce qui faisait ses fondements, ce qui, en 1938, a été un réel traumatisme pour les Tchécoslovaques. Les Allemands de Tchécoslovaquie, eux, se réjouissent, mais attendent surtout la reprise de l'économie. Pas tous, mais une large majorité d'entre eux approuvent tacitement les autres projets d'Hitler. Dès le début, mon grand-père était contre Hitler. À Noël, par exemple, quand les habitants des monts Métallifères faisaient la crèche dans l'église, il affublait les animaux de la crèche de têtes d'Hitler et de Goebbels. Plus de 300 000 Tchèques fuient la région des Sudètes pour échapper aux représailles nazies. Ils deviennent des réfugiés dans leur propre pays. La famille Kraus doit elle aussi quitter Liberec. Pour le président Édouard Beneš, les accords de Munich sont une défaite personnelle. Il démissionne immédiatement et en 1939 part en exil à Londres. Vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně. Víra a dobrá vůle hory přenáší a že nás šťastně vyvede i z dnešních všech zmatků evropských. Devenu président du gouvernement en exil, Beneš travaillera sans relâche à cet objectif. Pour lui comme pour beaucoup d'autres, l'avenir du pays devra se faire sans sa minorité allemande. Jamais Munich ne doit se répéter. Sieglin Drost a 9 ans lorsque sa région natale devient le Reichsgau Sudetenland. À Grunewald aussi, une nouvelle ère commence. Pour nous, la belle période de l'enfance s'est terminée avec l'arrivée des Allemands. J'avais une amie qui s'appelait Ludmila Lida. Et nous, quand on était petites, on devait aller à la Ligue des jeunes filles allemandes. Et j'essayais toujours de la convaincre de venir avec moi. Et un jour, elle m'a dit « Non, je suis tchèque. Je suis obligée d'aller à l'école allemande puisque les écoles tchèques ont été supprimées, mais je n'irai pas chez les Allemands. » Le pays est occupé, divisé. Les Allemands ont des espoirs, les Tchèques des craintes. En novembre 1938, les Juifs des Sudètes ne seront pas épargnés par la nuit de cristal. Des nazis des Sudètes y prendront part. À l'époque, ma sœur Traudel allait au collège de Neutytschein. Et un jour, elle est rentrée à la maison avec des morceaux de verre colorés plein les poches. Ma mère lui a demandé où elle les avait trouvés. Elle a répondu au temple juif. Oui, il y avait une synagogue à Neutytschein, et mon père ne le savait même pas. Et cette synagogue avait été détruite pendant la nuit. Comme il y avait une usine à gaz juste à côté, ils n'avaient pas pu y mettre le feu. Alors ils avaient cassé tout ce qu'ils pouvaient. Et c'est comme ça que ma sœur a rapporté ces morceaux de verre colorés à la maison. Le 15 mars 1939, Hitler rompt les accords de Munich et annexe ce qu'il appelle avec mépris le reste de la Tchéquie. Le professeur nous a dit « Les garçons, nous sommes occupés. Chantons une dernière fois notre hymne tchécoslovaque, car bientôt, nous ne pourrons plus le faire. » Il a ouvert les fenêtres et toute la classe a chanté l'hymne national.
Quand je suis sorti de l'école, les troupes allemandes défilaient déjà dans Prague. Avec l'invasion des troupes allemandes, la Tchéquie devient le protectorat de Bohême-Moravie. De nombreux Allemands exultent. La plupart des Tchèques sont choqués. C'était une moto derrière l'autre. Et elle passait très lentement devant les gens. On ne pouvait pas faire autrement que d'attendre qu'elles finissent de défiler, serrés les uns contre les autres sur le trottoir. Le bruit des motos était infernal. Nous, les petites filles, on se tenait par la main en pleurant. On se demandait si on allait survivre à tout ça. Pour nous, l'arrivée des Allemands, c'était déjà la guerre. 6 mois plus tard à peine, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. Dans le protectorat, les Tchèques, mais aussi les Allemands des Sudètes, commencent à comprendre ce que c'est que de vivre sous une dictature. Une plaisanterie sur la politique peut suffire à vous envoyer en camp de concentration, même si vous êtes Allemand. Des Allemands qui, dorénavant, doivent faire leur service militaire. À Königsmühle aussi, dans les monts Métallifères, tous les hommes doivent aller à la guerre. Le père de Rosemary est envoyé sur le front Est. Pendant l'hiver 1943, il obtient une permission de quelques jours pour se marier. Mon père est revenu de Russie pendant 3 jours pour épouser ma mère. Et j'ai été conçue pendant la nuit de noces, ce dont je suis très fière. 3 jours après le mariage, il a dû repartir. Il n'a jamais su si son enfant était une fille ou un garçon. Il est mort avant. À partir du moment où les premières mauvaises nouvelles sont arrivées du front, que les gens ont appris qu'un tel ou un tel était mort, les Allemands ont commencé à se demander si c'était vraiment une si bonne idée de vouloir faire partie de la Grande Allemagne. Vu les fruits que sa politique portait. En septembre 1941, Hitler envoie à Prague le général SS Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich. Il est chargé de veiller à la soumission des pays conquis. À cette époque, Heydrich était l'un des personnages les plus puissants du Troisième Reich. C'est lui qui a organisé ce qui a été appelé la solution finale de la question juive. Il était l'un des plus hauts responsables nazis, un vrai fanatique. Heydrich proclame la loi martiale, ordonne la construction du camp de concentration de Theresienstadt et planifie l'élimination d'une partie du peuple tchèque après la guerre. Il fait condamner à mort pour haute trahison Alois Elias, Premier ministre du protectorat de Bohême-Moravie. La brutalité de ses actions lui vaudra le surnom de bourreau de Prague. Heydrich humilie le peuple tchèque. Il se fait remettre les bijoux de la couronne par Émile Achat, relégué au rôle de président fantoche. La légende veut que quiconque ceint la couronne de Saint Venceslas de manière illicite meurt dans l'année. Or, Heydrich l'aurait posée sur sa tête. À peine 7 mois plus tard, le 4 juin 1942, le gouverneur d'Hitler meurt dans un attentat fomenté par Édouard Beneš, le président en exil. La vengeance des Allemands sera terrible. Le nom de Lidice deviendra synonyme de barbarie dans le monde entier. Le 10 juin 1942, les 173 hommes du village de Lidice sont abattus sous les yeux de leurs familles. Les femmes sont internées en camp de concentration. Une grande partie des enfants est assassinée. 2 semaines plus tard, le village de Ležáky subit le même sort. Pendant l'été, près de 3200 Tchèques sont condamnés à mort, parfois juste pour avoir approuvé l'attentat sur Heydrich. Dr. Beneš, Czechoslovakia's president, has promised retribution for the appalling Nazi persecution of his country. Depuis son exil londonien, le président Beneš assure au monde entier que les Tchèques n'oublieront jamais ces actes de cruauté. The whole Czechoslovak nation is determined to exact stern retribution for Lidice,
That justice, believe me, will come. Dans le pays, le massacre de Lidice déclenche une peur panique des Allemands, à Ostrava comme ailleurs. Je m'appelle Jelena Ondrushova, je suis née à Vyškovice, dans la région d'Ostrava. Comme beaucoup de Tchèques, les parents de Jelena Ondrushova écoutent la BBC à leurs risques et périls. J'étais en train de jouer avec une amie quand nous avons aperçu des soldats allemands. Ils arrivaient les uns après les autres. Ils avaient des mitraillettes. Ils ont bouclé tout le village. C'était juste après le massacre de Lidice. Donc, quand ils nous ont encerclés, mes parents ont vraiment eu très peur de ce qui allait se passer. Une tante qui parle parfaitement allemand parvient à convaincre les soldats de s'en aller. Mais pour autant, la guerre n'épargne pas le village de Jelena Ondrushova. Elle arrive par la fameuse porte de Moravie. La nuit, des avions survolaient les Beskides. Dans ces montagnes, il y avait des partisans et les avions larguaient sur eux des fusées éclairantes. De là où on était, on voyait ces lumières et c'était effrayant. À Grunewald, les évacuations débutent en janvier 1945. Assez vite, les gens qui avaient la possibilité de quitter la région ont été invités à franchir la porte de Moravie. Nous sommes allés à Kaadan avec la calèche de l'employeur de mon père. J'étais assise à l'avant sur le siège du cocher et j'étais fascinée par la beauté du paysage. Pas une seconde, je n'ai pensé que nous ne reviendrions jamais. D'origine allemande, la famille Moschkortz vit dans les environs de Friedeck-Mistek. Wilhelm Moschkortz est maire adjoint et membre du NSDAP. Allemands et Tchèques viennent le voir lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais aussi pour se dénoncer les uns les autres. En mars 1945, des Tchèques menacent Wilhelm de le traîner en justice après la guerre. Wilhelm les met en garde. Il affirme avoir en sa possession des dossiers sur des Tchèques ayant collaboré avec les nazis. C'est probablement ce qui lui vaudra d'être agressé chez lui peu de temps après. Tout d'un coup, j'ai vu une main qui tenait un pistolet juste devant moi. J'ai eu peur, j'étais coincé. Alors je me suis baissé. Je me suis accroupi et ça a tiré. Je n'ai pas été touché, mais la balle a percuté le mur. Mon père, lui aussi, avait un pistolet et ils ont commencé à se tirer dessus. Ma mère est arrivée en courant et mon père lui a dit qu'il était touché. Elle a demandé où ça? Il a répondu à la poitrine. Hartmut appelle ses voisins à l'aide, mais il refuse. Il enfourche son vélo, pédale jusqu'à Friedeck-Mistek, où il trouve une ambulance qui accepte de prendre son père en charge. Mais son père meurt juste avant d'arriver à l'hôpital. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a demandé « Alors ?» J'ai répondu « Il est mort ». Elle a porté ses mains à son visage. Puis elle a dit au valet de ferme « Nous n'avons plus personne pour diriger la ferme maintenant. » Je m'appelle Hartmut Moschkortz. Je suis né allemand et je mourrai allemand. Le meurtre de son père n'était qu'un prélude à ce qui allait se passer après la guerre. Prague, le 5 mai 1945. La fin de la guerre approche. À la radio, on entend dire que les Américains sont aux portes de la ville. Les Pragois commencent alors à se soulever contre leurs occupants.
et laissent éclater une colère contenue pendant les 7 années qui ont suivi les accords de Munich. Je m'appelle Jana Pfeifferova. J'ai vécu toute ma vie à Prague et j'ai 88 ans. Comme tous les autres enfants étaient plus jeunes que nous, ma sœur et moi avons été chargés de surveiller la maison. On nous a même donné un pistolet. On s'est retrouvés là, assis sur 2 chaises devant la porte vitrée, à se demander si on devait vraiment tirer si quelqu'un essayait d'entrer. Pourquoi les gens ont-ils réagi comme ça? Qu'est-ce qui a bien pu pousser un boulanger à raccrocher son tablier un beau matin et à prendre un fusil? Qu'est-ce qui les a décidés à faire ça? Probablement le fait qu'à ce moment-là, ils pouvaient enfin combattre ouvertement le nazisme. Je m'appelle Jan Turek. J'ai participé au soulèvement de Prague en mai 1945. J'étais aussi dans la résistance, comme toute ma famille. Jan Turek a 16 ans lorsqu'il rejoint les insurgés. Son oncle avait été arrêté par la Gestapo, puis fusillé en 1942. On m'a immédiatement donné une arme, et j'ai dû prouver que je savais m'en servir. Ensuite, j'ai fait partie de plusieurs groupes qui défendaient les barricades. Malheureusement, on n'avait pas d'armes lourdes. Juste une grenade et des bouteilles remplies d'essence en guise de cocktail Molotov. Les Pragois attendent en vain l'arrivée des Alliés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les Allemands répriment le soulèvement avec une brutalité extrême. Au début de l'insurrection, les violences sont venues du côté allemand, et notamment des groupes d'intervention de la Waffen-SS. Il y a eu des massacres sur la population civile tchèque. Dans le quartier de Pankratz, même des femmes enceintes et des enfants en bas âge ont été tués. Le 9 mai, Prague est libérée. Cette fois, ce sont les Tchèques qui jubilent. Et les Allemands. Le soulèvement de Prague a pris fin la veille avec le retrait des occupants allemands. Dans tout son premier discours, Edvard Beneš parle de liquidation du problème allemand en Tchéquie. Entre mai et octobre, pour mettre ce projet à exécution, il promulgue toute une série de décrets qui porteront son nom. La responsabilité de Beneš est bien entendu très lourde. Il était le président. C'est lui qui a signé les décrets qui ont conduit à priver les Allemands de leurs droits, à les exproprier et au bout du compte à les expulser. D'un point de vue historique, sa responsabilité est donc lourde. Mais il n'est pas le seul à devoir la porter. En 1945, après la guerre, tous les partis du pays sont convaincus que l'expulsion des Allemands est une nécessité. Cela commence par des actes de harcèlement, des humiliations, qui souvent deviennent des représailles arbitraires. Pour les Allemands, les premières semaines qui suivront la fin du conflit seront une guerre après la guerre. Ce qui s'est passé juste après le 8 mai à Prague et ailleurs n'est évidemment ni éthique, ni moral, ni légal. Mais peut-être que sur le plan humain, on peut comprendre qu'une personne veuille se venger, quand elle apprend par exemple que son frère a été tué pendant le soulèvement de Prague. Voir les choses selon le point de vue de l'époque permet peut-être de comprendre comment ces hommes ont pu se saisir d'une hache et s'en prendre au premier Allemand venu. La ville a été vidée de ses habitants. Ceux qui se faisaient appeler les partisans sont passés de maison en maison pour en déloger leurs occupants. Les portes des habitations devaient rester ouvertes pour que personne ne puisse s'y cacher. Et les gens ont été fusillés sur la place du marché de Kádár. Les agressions, les actes de vengeance se multiplient dans de nombreuses localités du pays. Une injustice est remplacée par une autre. Sur cette vidéo amateur tournée dans le quartier de Bojislavka à Prague, plus de 40 civils allemands sont fusillés le 10 mai 1945. L'identité des meurtriers a longtemps fait débat. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agissait de gardes révolutionnaires tchèques.
Un jour, en allant chercher du pain, on a vu un feu dans une rue. On s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, c'était un homme de la Gestapo. Il était pendu par les pieds et les gens l'ont brûlé. Cela nous a terriblement choqués. Des choses inimaginables ont été faites à cette époque. La maison de la famille Moshkorts est pillée dès la fin de la guerre. Les collabos tchèques cherchent toujours les dossiers compromettants cachés par le père de Hartmut. Sa mère est détenue à l'école du village et interrogée. Là-bas, un des hommes s'est mis à la frapper avec la crosse de son fusil. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus du tout. Marie Moshkorts avait alors 35 ans. Âgé de 16 ans à l'époque, Hartmut est incarcéré et puis envoyé à la mine comme travailleur forcé. Entre le 8 mai et août 1945, des milliers d'Allemands sont détenus dans le stade de Strahov à Prague. Des soldats d'abord, puis des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Entre 5000 et 8000 personnes parquées à ciel ouvert. Très souvent, des membres des gardes révolutionnaires ou d'autres groupes armés locaux, des soldats de l'armée tchécoslovaque y allaient aussi, faisaient des incursions dans le stade. Ils volaient les quelques biens que les prisonniers avaient encore et violaient des femmes allemandes. Les dossiers qui ont été retrouvés font état de dizaines de morts. Et le pire, c'est que lorsqu'on regarde les dates de naissance, il s'agissait surtout de personnes âgées ou d'enfants en bas âge, d'1 ou 2 ans. Beaucoup décident de fuir sans plus attendre, pour sauver leur vie et un minimum de leurs biens. Bientôt vont commencer ce que l'on appellera les expulsions sauvages. Le 18 mai, j'ai rejoint les gardes révolutionnaires. Nous sommes partis à Česká Lípa pour occuper la région frontalière. Là-bas, on a été répartis dans les différents villages pour y assurer la tranquillité et l'ordre, et surtout pour préparer les expulsions qui allaient suivre. Dans les documents officiels, on peut lire que les gens pensaient que tout se faisait de manière totalement désorganisée et incontrôlée, et que le gouvernement de Prague n'avait aucun contrôle sur ces expulsions sauvages. Mais ce n'est pas vrai. Une grande partie de ces expulsions a été minutieusement organisée. Des rumeurs disent que seuls les nazis doivent quitter le pays. Beaucoup d'Allemands sont donc surpris lorsque les gardes révolutionnaires débarquent dans leur village. Sur toutes les maisons, toutes les portes, on pouvait lire le mot antifasciste. Sauf que lors de nos perquisitions, on a trouvé des médailles, des croix de fer. Le genre de choses qui nous faisait douter que les habitants de ces maisons étaient antifascistes. La famille Pour, originaire de la région de Kulenchen, est séparée depuis janvier. La mère et les filles sont à Kadan. Dès la fin de la guerre, le père veut retourner à Kunewald, où le domaine dont il est le contremaître est occupé par des troupes soviétiques et tchèques. 2 ou 3 jours après son arrivée, il a été emprisonné avec d'autres habitants de Kunewald. Tous ont ensuite été incarcérés à Neutytschein, où on leur a fait bien des misères. Après ça, ils ont été transférés à Ostrau, où il y avait un grand camp de prisonniers. Ils y sont restés quelques jours, puis ils sont allés à pied à Auschwitz. Voilà comment mon père est arrivé à Auschwitz. À partir d'avril 1945, comme Adolf Pour, de nombreux Allemands des Sudètes sont à leur tour internés dans l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz. C'est là, un mois plus tard,
qu'il commence à consigner par écrit son quotidien. À ce moment-là, il n'a qu'une vague idée du sort qui attend sa famille et 3 millions d'Allemands des Sudètes. Son journal est le récit d'une persécution, mais aussi le récit d'une nostalgie. Le nombre de malades est effroyablement élevé dans le camp. Malheureusement, 2 habitants